Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Présentation ce jeudi par le Premier ministre Jack-Guy Lafontan d'un état des lieux de l'administration publique plus de 40 jours après son installation à la primature. Selon le chef du gouvernement, le désordre règne en maître au sein de l'appareil étatique. Le cadavre du chauffeur principal du président de la République, Livingstone Odnia, a été retrouvé dans sa résidence privée. Les circonstances entourant la mort de ce chauffeur n'ont pas encore été élucidées. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a rendu public ce jeudi son rapport final sur les récentes élections haïtiennes. Dans ce document, la mission a formulé un ensemble de recommandations aux autorités haïtiennes. L'administration publique fonctionne mal et constitue un handicap majeur à la bonne gestion des ressources du pays, selon un état des lieux présenté ce jeudi par le Premier ministre Jack-Guy Lafontan. Par cet acte, le chef du gouvernement voulait jouer franc jeu avec les citoyens environ 42 jours après son arrivée à la primature. Les chiffres avancés par Jack-Guy Lafontan lors d'une conférence de presse ce jeudi montrent que dans certains ministères et organes déconcentrés, le désordre règne en maître. Le Premier ministre se propose de corriger ces pratiques grâce notamment aux mesures adoptées et aux consignes passées au ministère de la Justice. Décès de l'un des chauffeurs du président de la République. Le chauffeur principal du président de la République, Livingstone Odnia, a été retrouvé mort dans sa résidence privée à Clercine. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été élucidées. La police nationale ainsi que les autorités judiciaires se sont rendues au domicile du chauffeur pour les suites légales. Le commissaire du gouvernement de la commune de la Croix-des-Bouquets, Claude Michel, annonce l'ouverture d'une enquête. Oui, nous sommes fait constat là. Nous prenons toute disposition la loi pour nous faire. Nous avons même une présence police scientifique. Nous avons une présence docteur Demossi qui est médecin légiste. Nous constatons toute situation et que même des autorisations pour l'entreprise funéraire lever corps. Et seulement lever corps pour seulement lever corps. Il n'est pas autorisé à faire quoi que ce soit parce que nous ne pouvons pas continuer à mener l'enquête là. Pas mener l'enquête, faire expertise pour nous voir qui situation qui arrive jusque-là aujourd'hui. Jusque-là, suicide, homicide, qui est autorisé? À ce niveau, nous pouvons avoir une qualification capable de faire, puisque nous avons pour faire autopsie. Et lorsque l'autopsie a fait, c'est là que ça n'a pas connaître exactement qui ça qui a comme qualification pour ça qui vient. Okay? Pour le moment, c'est pour qu'on qualifie. Nous faisons le premier élément, mais nous allons continuer à amplifier avec l'autopsie que le docteur médecin légiste va le faire. Et selon tout ça, nous regardons, il a semblé que y a un projectile que nous constatons dans le niveau cœur. Okay. C'est ça nous avons comme première information et premier élément nous sommes capables, mais nous ne pouvons pas ajouter en plus. Le président de la République, accompagné de la ministre du Tourisme, a visité ce jeudi un vaste chantier de l'hôtel El Rancho. Jovenel Moïse voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux visant à construire un méga centre touristique dans cet espace. Le chef de l'État souhaite que ce projet se matérialise avant la fin de son mandat. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Robertson Jeune. Le président de la République poursuit sa série de visites chez des entrepreneurs haïtiens. Et ce jeudi, c'est à l'hôtel El Rancho que Jovenel Moïse s'est rendu pour s'enquérir de l'état d'avancement d'un important projet. En quoi consiste ce projet? L'homme d'affaires Réginald Boulos, PDG de l'établissement hôtelier, fait le point. Un centre touristique de haut niveau, Cap Gan-la-Dans, un centre de convention, hôtel El Rancho, village El Rancho, et des tours d'appartements, ainsi que des maisons, des townhouses. Son projet à long terme. Nous fixons 5-6 ans pour nous faire toute bagaille, mais nous commençons la construction, nouvelle route
qui pour mener dans le centre de convention. Nous commençons la construction centre de convention en lui-même et délai nous pour nous ouvrir, c'est 18 à 24 mois. Un projet ambitieux que salue la ministre du Tourisme. Nous avons plan, nous avons que son travail vraiment qui va nécessiter un paquet de main-d'œuvre tout, et surtout haïtienne, donc ça veut dire qu'il va créer plus d'emplois toujours, et nous avons comme si que c'est condominium qui va venir encore, donc ça veut dire que emploi encore pour jeunes, emploi pour tout le monde, donc là c'est vraiment un secteur touristique et nous connaissons que le secteur ça c'est le secteur moteur de développement. Et pays en que lié tout, investissement ça que monsieur ça a fait vraiment nous mettez chapeau bas devant yo et nous c'est comme ça n'a encourager tout l'autre investisseur tout pour venir dans le pays en tout pour faire même travail ça tout. Au moment où l'administration Moïse Lafontaine plaide pour qu'il y ait plus d'investissements dans le pays, ce projet vient à point nommé, se réjouit le chef de l'État. Fier de cette initiative 100% haïtienne, Jovenel Moïse apporte son plein soutien à sa matérialisation. Nous là pour nous encourager, pour nous faire promotion entrepreneuriat, pour nous faire promotion investissement privé. D'ailleurs, pour nous dire, nous n'avons aucun problème avec investissement privé. Ça, c'est un investissement privé local. Mais seul petit bagage, je ne suis pas d'accord avec le PDG qui dit que 5 à 6 ans, moi-même, nous en mai 2017, en 27 février 2022, fort projet ça a fini. Voilà, le président a parlé. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté ce jeudi son rapport final sur les récentes élections dans le pays. Dans ce document, la mission a formulé un ensemble de recommandations aux autorités haïtiennes ainsi qu'à la société civile. Parmi ces recommandations, mettre en place un conseil électoral permanent, encourager une plus forte participation de l'électorat, renforcer la participation des femmes aux élections. Suivez les explications du chef adjoint de la mission, José Antonio de Gabriel. On a repéré que Haïti souffre depuis longtemps d'une fugacité, d'une provisionnalité des conseils électoraux. Donc, bien évidemment, nous pensons que ça serait très important de suivre la Constitution qui établit l'existence normale d'un conseil électoral permanent. Ça pourrait renforcer la légitimité des conseils électoraux vis-à-vis des pressions qu'il y a toujours autour des élections et donner une continuité aux préparations pour les cycles électoraux à venir. Et nous considérons aussi qu'il est important d'établir des mécanismes afin de renforcer la participation politique. On a vu que dans les 3 scrutins, dans les 4 en fait, la participation a été faible. C'est une tendance qu'on voit en Haïti depuis déjà plus d'une décennie. La chose est importante parce que sans doute la participation renforce la démocratie et pour nous c'est un élément principal. À notre bien sûr, c'est celui de la présence de femmes dans les institutions. Il ne faut pas oublier que la Constitution établit un quota d'un tiers, donc 1 sur 3 de postes, de tous les postes électifs devraient être occupés par des femmes, mais hélas, on se retrouve qu'on n'a qu'une sénateur et 3 membres de la Chambre des députés qui soient femmes. Le Sénat de la République a voté mercredi une résolution pour demander que l'état d'urgence environnementale soit déclaré dans le Sud à l'approche de la saison cyclonique. Un texte qui n'est pas contraignant pour l'exécutif, mais qui constitue une forme d'avertissement. En effet, le président du Sénat, Yuri Latortue, se dit déterminé à sanctionner le gouvernement si aucune intervention n'est effectuée dans les zones frappées par le cyclone Matthew et menacées aujourd'hui par les intempéries. État d'urgence dans le Sud, c'est parce que justement, après que le cyclone Matthew finit de passer, nous voyons que, disons, 6 mois après, la situation s'empire et que nous croyons qu'avec ces cyclones qui vont arriver, il y a des travail qui vont faire. Donc, justement, Sénat, les sénateurs du Sud, ont demandé à ce que ils déclarent l'état d'urgence pour que, justement, ils prennent en considération le travail sur ce qu'ils ont pour faire là. Parce que jusqu'à présent, ils ont l'impression qu'à part de l'urgence là, qu'ils ont essayé de gérer, dans le manger, dans le de l'eau, pas rien, l'autre bagaille qui fait. Et deuxièmement, ça nous est dans Port-au-Prince, que ce soit Cité Soleil, Matisse, n'importe qui bon. Gon question justement de avalanche
et qui crée d'allusions après qui n'est pas de l'appui. Et dans ce sens, ça nous est activé même à l'aéroport. Donc, on croit que l'urgence environnementale est aussi à déclarer. Et dans la résolution que nous prenons, que nous avons envoyée à l'exécutif la matin, nous demandons pour déclarer l'urgence environnementale et nous parer. Mais bon, on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Écoutez, la résolution, c'est le vœu de l'Assemblée. Et l'Assemblée qui est politique, les membres de l'exécutif la réagit, mais il y a également des sanctions après. Si on va réagir très bien, mais le gouvernement nous demande justement pour déclarer l'urgence environnementale, on va déclarer les choses ne s'améliorent pas, à partir de ce moment, la sanction sera infligée au gouvernement. La Fondation Sogebank a effectué des réparations sur une vingtaine d'écoles et d'églises endommagées lors du passage de l'ouragan Matthew, de concert avec E-Power et Food for the Poor dans le cadre de l'initiative Cyclone Matthew. Les membres de la Fondation Sogebank ont expliqué que le but de ce programme était de redonner un espoir aux communautés frappées par l'ouragan. La Fondation, immédiatement après le passage de Matthew, a mis à la disposition de la Food for the Poor un montant de 150 000 $ américains et la E-Power a contribué à hauteur de 60 000 $ américains et nous avons mis sur pied ce projet qui consistait à réparer les toitures des écoles et des églises. Les écoles dans notre société ainsi que les églises, ce sont des lieux forts, ce sont des lieux symboliques, ce sont des lieux fréquentés par toutes les couches de la population. Et quand ces lieux sont paralysés, c'est tout le monde qui en souffre. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'intervenir dans ces secteurs. Et nous avons reconstruit les toitures d'environ une vingtaine de sites, à Marfran, à Duchiti, à Maniche, au Caille, à Charpentier, à Moron, plusieurs autres villes de la Grand'Anse et du Sud. On voulait surtout permettre aux écoles de recommencer à fonctionner parce qu'on craignait qu'avec quand les écoles étaient paralysées, que la population ne migre vers d'autres villes. Et vous savez déjà ce que ça représente dans notre pays, ces migrations forcées. Donc on voulait retenir la population. Voilà pourquoi on a mis l'accent sur les écoles, sur l'éducation qui est déjà un domaine dans lequel la Fondation intervient et qui est un domaine prioritaire parmi les différents domaines de la Fondation. Donc nous avons mis le paquet sur l'éducation en permettant à ces établissements, un mois plus tard, les chantiers avaient déjà démarré et les écoles, comme le film le prouve aussi, ont pu recommencer à fonctionner parce que ces établissements n'avaient plus de toiture. Donc c'était l'objectif et l'objectif a été atteint. Et nous remercions à nouveau nos partenaires. Nous vous remercions aussi d'être venus partager avec nous ce film qui prouve que en se mettant avec d'autres institutions, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.